Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. On n'en parle pas assez pourtant. Il fait assez de ravages. À l'image d'Octobre Rose, le mois de novembre est dédié à la sensibilisation au cancer de la prostate. Bonjour, madame, monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé Azur. Santé Assure sur le www.radio.gena.tg. Vous l'avez compris, pour ce numéro, nous allons parler de novembre bleu, donc du cancer de la prostate. Et comme invité, nous avons le docteur Agbede Maurice, il est chirurgien urologue. Docteur, bonjour. Bonjour Eugénie. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons parler durant 40 minutes du cancer de la prostate. Et pourquoi un mois, donc novembre bleu, juste après octobre rose? Merci. Vous l'avez dit dans votre introduction, hein, octobre rose pour les femmes, novembre bleu pour les hommes. Alors, donc, c'est une initiative qui a été lancée partout dans le monde pour se focaliser sur tout ce qui est pathologie ou maladie de l'homme dans son ensemble et précisément tout ce qui est cancer masculin, y compris le cancer du testicule, cancer de la verge, cancer du rein et cancer de la prostate plus précisément. Donc c'est un mois qui est réservé pour parler beaucoup plus en profondeur et dans les détails du cancer de la prostate, qui est un mal qui ronge les hommes en silence. En silence, vous l'aviez dit. Et pourquoi ce silence justement sur ce problème de santé chez l'homme? Parce que quand on parle de cancer du sein, je pense que beaucoup de personnes savent un peu ce que c'est ou que les sensibilisations se font régulièrement sur ce mal. Mais cancer de la prostate, on en parle très peu. Selon vous, c'est dû à quoi? Alors, selon moi, on en parle peu parce que justement, les occasions comme ça pour en parler ne courent pas les rues. Okay. C'est pas assez fréquent. Alors, c'est vrai que les spécialistes de la question, les spécialistes du cancer de la prostate, que sont les urologues, ne sont pas nombreux au Togo. Je vais dire au Togo, ils sont que 8. Donc vous? Dont moi, exactement. Donc nous sommes très chanceux de vous avoir ici. C'est un plaisir partagé. Merci. Et donc ce nombre peut s'enfonce dans la prise en charge des patients et il arrive qu'on oublie de peu qu'il faut aussi sortir des hôpitaux, des cliniques pour venir sensibiliser la population sur tout ce qui peut être élément ou facteur de cancer de la prostate. Et donc, nous saluons vivement cette initiative. Puisque quand il s'agit de maladies, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Exactement. Donc, au-delà de rester dans les hôpitaux et soigner, il faut aussi parler, sensibiliser les uns et les autres. Alors, pour revenir même au sujet, le cancer de la prostate, à quel niveau se situe la prostate chez l'homme? Très bien, très bonne question. Et je pense que vous faites bien de faire la nuance tout de suite. Alors, la prostate est à part et le cancer de la prostate est à part. Je le dis parce que beaucoup pensent que la prostate est d'emblée une maladie. La réponse, c'est non. Donc, la prostate, c'est un organe comme tous les autres organes. Comme les yeux, comme le sein, comme les oreilles. Et cet organe est sous forme de châtaigne ou sous forme de grain de cola. Et il est situé en dessous de la vessie qui est en fait le réservoir des urines. C'est-à-dire que l'urine est produite de façon continuelle, mais elle est stockée dans un réservoir qu'on appelle la vessie pour qu'au moment venu, l'homme ou la femme puisse aller uriner. Donc, la prostate, c'est un organe là qui est situé directement en dessous de la vessie. Et ça, c'est uniquement chez l'homme? Voilà, on trouve la prostate chez tous les hommes. Tous les hommes qui naissent ont une prostate. Les femmes n'en ont pas? Les femmes n'en ont pas, évidemment. Ok. Et quand on parle de prostate, est-ce que le cancer de la prostate est la seule maladie qu'on peut avoir pour la prostate? D'accord. La prostate peut avoir 3 types de maladies. Je peux les citer. Oui. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle les prostatites, c'est-à-dire une infection de la prostate. Le deuxième, c'est les adénomes de la prostate, c'est-à-dire que c'est une tumeur qui est faite de cellules graisseuses qui se logent dans la prostate. Donc ça, c'est le deuxième type de maladie. Et le troisième, c'est évidemment le cancer de la prostate. Donc le cancer de la prostate, c'est l'une des maladies que peut avoir la prostate. Et le point commun entre les trois, en dehors bien sûr
de l'organe même. Alors, en dehors de l'organe, c'est que les trois se manifestent pratiquement de la même manière. Ils ne se manifestent pas des signes urinaires qu'on verra plus tard, certainement. D'accord. Donc, on peut avoir des signes que nous allons dire tout à l'heure, mais ne pas souffrir directement du cancer de la prostate. Et entre les trois maladies, le cancer, quelle est la maladie la plus grave entre les trois? Évidemment, le cancer est la maladie la plus grave, c'est la plus réputée, ce qui fait que quand les urologues dans les hôpitaux reçoivent des malades pour des problèmes urinaires, la hantise, c'est le cancer de la prostate. C'est-à-dire que tout de suite, on se penche, on cherche le cancer de la prostate, puisqu'elle est la plus grave. D'accord. Et quels sont les signes donc, de ces trois maladies, et précisément donc, du cancer de la prostate? Voilà. Donc, toutes ces trois maladies, comme je l'avais dit, se manifestent par les mêmes symptômes. Mais tout de suite, il faut dire que le cancer de la prostate interpelle les sujets en ce sens que il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et le facteur de risque numéro 1, c'est la présence ou la découverte d'un cancer de la prostate dans la famille. C'est-à-dire si le sujet a un oncle, un parent, un grand frère, un cousin qui a déjà fait un cancer de la prostate, c'est déjà un facteur de risque. Donc c'est héréditaire. C'est héréditaire. Donc il y a aussi, c'est paradoxal, mais il y a aussi la présence de cancer du sein dans la famille. Puisque le cancer de la prostate et le cancer du sein sont des frères et sœurs d'un même parent. C'est-à-dire qu'il y a un même gène qui induit le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un parent qui a soit le cancer du sein, soit le cancer de la prostate, c'est que vous êtes à risque. Vous êtes à haut risque de faire un cancer de la prostate ou non. Et si les deux parents, la mère fait par exemple le cancer du sein, le père le cancer de la prostate, c'est que votre niveau... Le risque est élevé. Ah oui. Voilà. Maintenant, si nous voulons parler des signes qui peuvent attirer l'attention, alors il faut dire que la prostate, même de par sa localisation, j'avais dit, elle est en dessous de la vessie, mais j'avais omis de dire qu'elle est traversée par le tuyau qu'on appelle urètre qui véhicule les urines de la vessie vers l'extérieur. Donc, le tuyau là traverse la prostate, ce qui fait que tout ce qui est maladie de la prostate se manifeste par des signes urinaires. Alors, ces signes urinaires peuvent être des difficultés à uriner, ça peut être des envies pressantes d'uriner, ça peut être des urines répétées. Le sujet se lève plusieurs fois pour uriner. Plusieurs fois, c'est combien par exemple par heure? Alors, normalement, dans la journée, donc, on peut se lever 4 à 5 fois pour uriner. Et dans la nuit, 2 fois pour uriner. Mais quand ça dépasse ces chiffres-là, c'est-à-dire que quand dans la nuit, on se réveille plus de 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y en a qui se réveillent jusqu'à 6 fois, 7 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la prostate. Voilà. Donc, ces mictions répétées, qu'on appelle dans notre jargon pour la curie, sont des symptômes qui attirent l'attention du médecin vers les pathologies de la prostate. Mais on peut aller plus loin parce que le cancer peut être là, être présent, mais on ignore. Le sujet ne sait pas que c'est la prostate, donc ça évolue jusqu'au niveau des signes de gravité, que sont l'amaigrissement, parce que tout cancer entraîne à moyen ou à long terme un amaigrissement, une anémie, une anorexie. Une anorexie, c'est quand le sujet n'a pas l'appétit ou il n'arrive pas à manger. Et l'asthénie également, c'est la fatigue. Donc ça, c'est des signes à long terme. Donc il y a également une altération de l'état général, c'est-à-dire que le sujet, il est là, il n'a pas un bon tonus, il est maladif, quand on le voit, on sent qu'il est très fragile, et il est un candidat potentiel à tout type de maladies qui peuvent arriver. Donc voilà, donc principalement, il y a les signes urinaires, comme j'avais dit, et les signes de gravité que sont l'anémie, l'asthénie, l'altération de l'état général et l'anorexie. Donc ça veut dire que déjà quand vous constatez que vous urinez plus de 7 fois dans la journée, c'est qu'il faut commencer par s'inquiéter et aller directement voir l'urologue. Et quand les signes de fatigue s'accompagnent avec le manque d'appétit,
et vous constatez que vous perdez du poids, c'est logique, vous ne mangez pas, vous allez perdre du poids. Évidemment. Et quand vous avez tous ces signes, c'est que vous êtes à l'étape cruciale Voilà. donc, de la maladie. Et à ce stade, est-ce qu'il est encore possible pour une personne qui ressent ces signes de guérir, enfin, si on peut guérir du cancer de la prostate? Voilà, évidemment, on peut guérir du cancer de la prostate, mais on peut guérir totalement quand la maladie est vue tôt. Mhm. C'est-à-dire que quand elle est vue, tandis que la maladie est encore au sein de la prostate. Parce que dans l'évolution, la maladie peut être amenée à sortir de la prostate. C'est comme les enfants qu'on garde dans une maison, quand les parents ne sont pas là, donc ils peuvent sortir, aller faire des désordres dehors. Donc le cancer peut être amené à sortir de la prostate et aller dans d'autres organes, c'est ça qu'on appelle des métastases. Donc quand le cancer est localisé dans la prostate, il y a une possibilité de guérison complète. C'est ce que nous appelons les formes localisées. Et ça, il faut se faire dépister très tôt. Il faut se faire dépister très tôt, il faut courir voir l'urologue le plus tôt possible pour que l'urologue fasse des investigations pour poser le diagnostic et enclencher tout ce qu'il faut comme traitement. Et pour poser le diagnostic, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, pour poser le diagnostic, c'est facile parce que les moyens du diagnostic ont été vulgarisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres, on peut faire les examens qui permettent à l'urologue de poser le diagnostic du cancer de la prostate. Alors, le diagnostic commence d'abord par une interrogatoire. C'est-à-dire, l'urologue, il interroge le patient, il lui pose des questions sur son antécédent, sur son vécu quotidien. Par exemple, l'urologue demande au patient si dans sa famille, il y a des gens qui ont déjà fait le cancer de la prostate ou s'il y a des gens qui ont déjà fait le cancer du sein. Donc, la présence de ces gens-là augmente le risque de retrouver le cancer de la prostate sur le sujet. Maintenant, en dehors des facteurs de risque, l'urologue cherche également les signes urinaires qu'on a cités tout à l'heure, les difficultés à uriner, les urines à répétition, voilà, l'état général altéré. Donc, l'urologue cherche tout ça là. Donc, après ça, l'urologue va procéder à un examen du patient. Alors, c'est un examen général, on voit comment le patient est coloré, on voit son état général, on voit son tonus. Et on focalise l'examen sur l'examen de l'appareil génito-urinaire, parce que c'est l'appareil qui est concerné. Et dans cet examen-là, il y a une pratique qui est inévitable, qu'on appelle le toucher rectal. C'est-à-dire que l'urologue envoie son doigt pour examiner la prostate à travers la zone qu'on appelle l'anus. Donc, l'urologue introduit son doigt dans l'anus du patient au fond pour aller examiner la prostate à la recherche des éléments qui peuvent être sujets de cancer, notamment l'aspect dur, des nodules, des calcifications qui orientent encore plus l'urologue dans sa démarche de recherche du cancer de la prostate. Ça, c'est l'examen. Maintenant, il y a des examens paracliniques, c'est-à-dire que des signes qu'on ne voit pas, l'examen physique. Et en tête de liste de ces examens, il y a ce qu'on appelle le taux de PSA. C'est un terme en anglais qui s'appelle Prostate Specific Antigen. Et que c'est un liquide que la prostate sécrète dans le sang. Et en fonction de la valeur de ce liquide dans le sang, de ce PSA, donc on peut d'emblée savoir si le patient, le sujet, a un cancer de la prostate ou pas. Donc, c'est pour ça que dans le bilan courant d'un homme, à partir d'un moment donné, les médecins demandent de façon courante le PSA, c'est pour dépister le cancer de la prostate. Maintenant, si le PSA s'avère élevé, donc il y a d'autres examens, il y a l'échographie, mais surtout un examen qu'on appelle la biopsie prostatique. C'est un examen qui consiste à prélever quelques filaments de la prostate qu'on envoie au laboratoire d'anatomopathologie pour qu'on nous confirme clairement s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Donc, j'allais dire que l'examen de certitude ou bien la preuve de cancer est posée après cette biopsie que confirme l'anatomopathologie. D'accord. On constate que c'est un long processus. Si déjà, à travers les questions, vous ne sentez pas le désir ou le besoin ou la nécessité d'aller vers le toucher, par exemple, pour parler de la prise du sang, pour après parler de biopsie, c'est bien cela? Biopsie de la prostate. De biopsie de la prostate, on voit clairement que soit vous savez très tôt que vous n'êtes pas malade, soit quand on vous demande des examens complémentaires, c'est qu'il y a
un souci. Alors, vous avez parlé des difficultés à uriner, mais nous avons parlé que de la répétition de l'urine au cours de la journée. La difficulté d'uriner, c'est quoi? Comment cela se manifeste? Alors, l'urine, normalement, sort facilement, aisément, et après les urines, le patient est confortable, il est à l'aise. Alors, par difficulté, je veux désigner un effort que le malade émet avec pour objectif de faire sortir l'urine. Le malade pousse fort avant que les urines ne sortent. Alors, il y a également une sensation de vidange incomplet, c'est-à-dire que le malade, il va uriner, mais après avoir fini d'uriner, il se rend compte qu'il y a encore des urines qui restent, il a encore envie d'uriner. Donc, on appelle ça sensation de vidange incomplet. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'urgenturie, c'est-à-dire que quand l'envie vient tout de suite, si le malade ne se presse pas, si on ne se presse pas, on perd quelques gouttes dans les sous-vêtements. On appelle ça une urgenturie. Donc, urgence, les urines, l'envie d'uriner donne une urgence au patient. Donc, c'est tout ça là qu'on met dans le paquet difficulté à uriner. Mais prioritairement, c'est quand le malade émet un effort, il pousse avant de pisser. D'accord. Uriner ne doit pas en principe poser problème, et quand ça commence par être difficile, c'est qu'il y a un souci. Nous avons parlé des facteurs de risque et vous avez parlé de l'aspect héréditaire du cancer. Et en dehors de ce facteur, quels sont les autres facteurs à risque pour le cancer de la prostate? D'accord. Quand on parle des facteurs de risque, on les classe. Il y a des facteurs qui sont liés au sujet même, au patient même, et des facteurs qui sont liés à l'environnement ou à l'alimentation. Donc, c'est deux groupes de facteurs. Alors, dans les facteurs liés au sujet même, en tête de liste, il y a la génétique. C'est-à-dire que dans la famille, il y a ce gène-là qui produit le cancer d'individu en individu, de génération en génération. En dehors de ça, il y a l'âge. L'âge avancé est d'emblée un facteur de risque du cancer de la prostate. Parce que ça fait que le cancer est plus fréquent chez les sujets d'un âge donné, généralement au-delà de 45-50 ans. Donc le cancer de la prostate est plus fréquent chez ces sujets que les sujets jeunes. Voilà. Donc en dehors de l'âge, il y a le tabagisme. Je veux parler de tabagisme, tout ce qui est cigarette, chicha, ainsi de suite, la drogue. Donc c'est des facteurs de risque au cancer de la prostate. Et il y a également l'alcool, comme on le connaît dans toutes ses formes, tout ce qui est alcool en bref. Donc ça, oui, évidemment. Si c'est de l'alcool, c'est un facteur de risque. Voilà. Il y a aussi l'obésité, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'obésité? Oui, il y a aussi l'obésité qui est un facteur de risque du cancer de la prostate, comme de tous les cancers d'ailleurs. Donc le ventre mini-séguel également? Ah oui, voilà. C'est un facteur de risque. Donc, tout ce que je viens de citer, c'est des facteurs qui sont en rapport avec l'individu même. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les facteurs alimentaires et environnementaux. Alors, il est reconnu que l'alimentation riche en viande rouge est, disons, facteur pourvoyeur du cancer de la prostate. Donc, tout ce qui est viande rouge peut être facteur de risque au cancer de la prostate. Il y a tout ce qui peut être aliment très chaud qui peut également être un facteur de risque du cancer de la prostate. Alors, quand on veut parler des facteurs environnementaux, il y a des substances chimiques, notamment on indexe ce qu'on appelle la chlordécone, qui est une substance qu'on retrouve dans les pesticides, les engrais chimiques qu'on utilise dans les plantations de bananes, qui également, les sujets qui ont été exposés présentent des risques avérés de cancer de la prostate. Ça veut dire que des hommes qui travaillent dans ces plantations sont plus à risque? Évidemment. Et la consommation également? Non, la consommation, non. Mais le risque est lié au pesticide qu'on appelle la chlordécone. Donc, ce n'est pas la consommation, mais c'est l'exposition à la substance chimique. Et l'utilisation des téléphones portables, par exemple, le fait de mettre les téléphones dans la poche, ça n'a aucun impact? Au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été décrit. Ça n'a pas été décrit comme facteur de risque. Mais toutefois, il y a des travaux en cours. Il y a une thèse qui va être faite dans les jours à venir, à la fin de ce mois, qui va parler de l'impact de l'utilisation des facteurs des téléphones dans la genèse de tout ce qui peut être maladie. Donc, c'est une thèse qui est dirigée par le professeur Adam Bounou.
il est radiologue au CHU, donc attendons de voir les résultats de ce travail. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous parlons aujourd'hui de Novembre bleu, donc du cancer de la prostate, et nous sommes en studio avec le docteur Agbede Maurice. Il est chirurgien urologue. Nous avons parlé en début d'émission de ce qu'on peut entendre par cancer de la prostate et également des manifestations de la maladie. Et là, nous allons parler donc du processus de guérison et également de la prévention. Pour parler de la guérison, vous avez dit c'est possible de guérir du cancer de la prostate, mais il faut faire le dépistage très tôt. Et quels sont les traitements proposés quand une personne souffre donc du cancer de la prostate, sans aller dans les détails bien sûr, mais pour donner une idée et pour permettre aux gens de savoir qu'il y a une chance de guérir donc de cette maladie. D'accord. Donc le traitement du cancer de la prostate, avant tout, dépend du niveau d'évolution de la maladie. Donc, j'avais dit tantôt que si le cancer de la prostate est vu très tôt, il y a une possibilité de guérison complète. Et quand on parle de cette guérison complète, on incrimine essentiellement deux moyens que sont d'abord la chirurgie, c'est-à-dire une opération chirurgicale qui consistera à enlever toute la prostate malade. Et en deuxième position, ce qu'on appelle la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un moyen thérapeutique qui consiste à envoyer des rayons X vraiment de haute intensité ciblés sur les cellules cancéreuses dans la prostate. Alors, en temps, ce traitement n'existait pas au Togo, donc les patients étaient obligés d'aller en France, au Maroc pour se le procurer. Aujourd'hui, on peut faire la radiothérapie au Togo. Donc les patients peuvent guérir complètement de leur cancer de la prostate si le cancer est vu très tôt. Alors, au cas où le cancer est vu tardivement, donc il y a plus de chances de guérir complètement. Plutôt, il y a ce qu'on appelle le traitement palliatif, c'est-à-dire on bloque l'évolution de la maladie. C'est-à-dire avec des méthodes dont je vais parler tout à l'heure, on empêche la maladie d'évoluer encore plus, même si c'est difficile. Donc, au rang de ces moyens, il y a ce qu'on appelle les hormones ou l'hormonothérapie, donc, qui est fait de médicaments. Il y en a sous forme de comprimés, il y en a sous forme d'injections, alors que le patient prend, qu'on prescrit au patient. Et c'est des hormones en fait qui vont aller contrecarrer la source hormonale d'évolution du cancer. Donc le patient se retrouve à un niveau stable souvent, à moins qu'il y ait des cellules qui sont rebelles à ces hormones-là. Donc je ne vais pas rentrer en détail pour citer ces hormones-là, quand il y en a sur le marché. Donc, en dehors de ces hormones, il y a également la chirurgie. C'est une chirurgie qui est élective, qui est faite sur un organe qui aussi contribue à l'évolution du cancer. Je vais parler du testicule. J'ai oublié de dire plutôt que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est hormonodépendant. Alors, il se fait que les testicules de l'homme produisent une hormone qu'on appelle la testostérone. Et cette hormone-là est en fait la nourriture des cellules cancéreuses. Et donc, quand un patient a un cancer de la prostate, quand on va supprimer la sécrétion de cette hormone-là, automatiquement, on supprime la nourriture aux cellules cancéreuses. Donc, elles n'ont plus de force, elles n'évoluent plus et donc elles sont fatiguées, elles ne font plus mal. Et est-ce qu'à ce niveau, puisque vous avez parlé des testicules, est-ce qu'à ce niveau, le cancer de la prostate agit sur la sexualité donc, de l'homme? Le cancer de la prostate n'agit pas directement sur la sexualité, mais il vient appuyer une sexualité qui préalablement était basse. C'est-à-dire que un sujet qui a déjà une sexualité qui n'est pas au top et qui a maintenant un cancer de la prostate, le cancer vient abaisser davantage cette sexualité qui est basse là. Mais toutefois, quand on va faire ce traitement chirurgical qu'on appelle opération sur la prostate, on appelle ça pulpectomie ou orchidectomie. Quand on va faire cette opération-là, le patient ne pourra plus avoir d'activité sexuelle parce que la même hormone-là qui constitue l'hormone, la nourriture pour les cellules cancéreuses, c'est la même hormone qui permet à l'homme d'avoir son érection pour pouvoir faire son activité sexuelle. Donc, quand cette hormone est supprimée avec comme objectif de limiter l'évolution du cancer, au même moment,
l'hormone là n'est plus sécrété pour que l'homme puisse avoir son érection pour faire l'acte sexuel. Ok. Voilà. Donc, au-delà de cette chirurgie-là qui est élective, petite chirurgie qu'on fait sur les testicules, il y a ce qu'on appelle la chimiothérapie, donc avec des drogues assez puissantes, on fait des injections, tout cela pour bloquer, pour limiter l'évolution du cancer, c'est le sujet. Donc il faut juste retenir que quand le cancer est vu tôt, on peut en guérir, mais quand il n'est pas vu tôt, on ne peut que bloquer ou ralentir l'évolution des cellules cancéreuses. Et le traitement, vous l'aviez dit, ça se fait au Togo. Et- Mais de ce qu'on sait, beaucoup de femmes meurent du cancer des seins à cause du coût élevé donc, du traitement. Par rapport au cancer de la prostate, est-ce que ça se fait aussi naturellement, aussi rapidement? Vous êtes en contact avec les patients. Est-ce que cela se fait aussi naturellement, comme par exemple quand on parle de paludisme ou de la toux? Oui. Évidemment, le traitement du cancer de la prostate, c'est un traitement qui coûte cher. On va pas se le cacher. Ce n'est pas comme un paludisme qu'on peut traiter avec 5 000 francs. Le cancer de la prostate, le coût moyen du traitement chez un sujet qu'on voit à un stade, disons, tardif, souvent on le voit à ce stade-là, le coût moyen de ce traitement, c'est-à-dire que si on parle de traitement minimaliste qui peut avoir un effet, ce n'est pas moins de 150 000. Donc, voilà, vous comprenez que pour le Togolais moyen, c'est pas aisé. Mais si on veut, même si on veut rentrer dans les traitements plus poussés, plus avancés, donc on sera multiplié par plusieurs multiples, 5, 10, en fonction du type de traitement. Parce que même l'hormonothérapie, il y en a en différentes qualités, si je peux le dire, différents grades. Donc, il y en a qui coûtent moins cher, 100 000 par mois, il y en a qui coûtent 120 000 par mois, ainsi de suite. Et là, vous parlez de 100 000 par mois. Oui, exactement. Le salaire d'un Togolais peut-être. Ah, et 2 fois le SMIC. Ouais. Et le cancer de la prostate est pris en charge par l'INAM, l'assurance maladie INAM. Oui, évidemment. Il y a une partie dans le traitement palliatif qui est prise en charge par l'INAM. Il y a une partie des hormones qui est prise en charge par INAM, évidemment. Donc, nous sommes en train d'œuvrer pour que les autres parties également puissent être considérées par l'INAM. Et je pense qu'avec l'avènement de l'accès universel aux soins de santé, le Togolais peut espérer quand même un meilleur rendement. En tout cas, nous espérons tous donc l'accès universel donc au traitement, l'assurance maladie universelle pour tous. Alors, pour parler donc en résumé, on comprend qu'il faut commencer très tôt le traitement, donc faire très rapidement le dépistage. Oui. Et ce dépistage, vous le conseillez à quelle fréquence? Alors, ce dépistage, on revient tout le temps sur les antécédents. Alors, une famille dans laquelle il y a déjà eu des cancers, le dépistage commence plus tôt. C'est-à-dire que déjà à l'âge de 40 ans, on recommande qu'un monsieur qui a dans sa famille un membre qui a fait un cancer de la prostate ou un cancer du sein, on recommande que déjà à l'âge de 40 ans, ce monsieur voit un urologue au moins une fois par an. Et l'urologue va lui faire un examen, un toucher rectal, il va lui demander le PSA total dans le but de dépister le cancer de la prostate. Alors, dans les familles où il n'y a pas d'antécédents connus de cancer de la prostate ou cancer du sein, il est recommandé que les hommes âgés déjà à partir de 50 ans voient un urologue au moins une fois par an. Tout ceci, c'est pour pouvoir dépister la maladie plus tôt et augmenter les chances de guérison complète. D'accord, nous allons parler donc maintenant de la prévention. La prévention, ça veut dire qu'il faut agir sur les facteurs de risque. Déjà, vous avez parlé d'alcool, d'environnement, de nourriture. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est homme pour éviter le cancer de la prostate? Parce que là, on a parlé donc de la sexualité qui sera impactée et on sait tout ce que ça représente pour l'homme. Évidemment. Quand on est homme, on a d'emblée une prostate et donc il est très important de prévenir tout ce qui peut être maladie de la prostate.
Les prévenir, ça veut dire qu'il faut éviter tout ce qui est alcool, il faut éviter le tabac, il faut éviter de consommer les aliments, les viandes rouges. Il faut encourager la consommation des fibres, des légumes. J'avais oublié de le dire, c'est ces éléments disons, qui préviennent d'une manière ou d'une autre la survenue du cancer de la prostate. Et surtout, ce qu'il faut faire, il faut voir un neurologue à partir de 40 ans. Il faut voir un neurologue au moins une fois dans l'année. Voilà. Donc, mais si vous dites que vous êtes 8, vous êtes que 8 urologues pour tout le Togo, et que nous sommes plus de... Les hommes font pratiquement la moitié. 49% de la population togolaise. Oui, donc comment ça se fait? Comment on peut permettre donc, à tous les hommes de pouvoir faire chaque année ou d'aller voir chaque année un urologue? Oui, mais je pense que c'est pas impossible. Mais on est 8, mais on est bien répartis sur le territoire togolais. Il y en a à Dapaon par exemple? À Dapaon, il n'y en a pas encore, mais il y en voilà. a à Kara. donc, pour faire une consultation, pour voir l'urologue, il faut se déplacer de Saint-Cancé à Kara. Évidemment. Et quand on sait que c'est pénible pour des gens de trouver à manger ou d'avoir les 3 repas par jour, ce n'est pas aller voir un urologue à Kara qui sera la chose la plus facile. Oui, vous avez raison, mais je crois qu'il faut aussi dire qu'il y a une partie du travail qui peut être fait par le médecin généraliste qui est là. D'accord. Le médecin généraliste ou l'assistant médical qu'on voit sur le terrain peut déjà prescrire le taux de PSA, qui est l'élément clé précurseur en fait, qui lance le signal éventuellement qui peut avoir un cancer de la prostate. Donc, je me dis que dans le dépistage, ce taux de PSA réalisé est également un élément très important. Sinon, quand même, voir un urologue, c'est pas aussi compliqué au Togo. D'accord. Vous aviez parlé d'éviter l'alcool, éviter tout ce qui est alcool. Quand vous dites éviter, ça veut dire ne plus toucher à l'alcool ou ne pas toucher à l'alcool? Bon, en termes de précision sur cet aspect, je saurais le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que l'alcool, la consommation excessive d'alcool est un facteur de risque du cancer de la prostate. Donc, je ne veux pas dire excessif, exactement. D'accord, je pense que le message est passé. Et au-delà de ça, l'alimentation, vous aviez parlé des fibres, donc des légumes. Oui. Quels légumes, par exemple? Légumes, tout ce qui peut être légumes, tout ce qui peut être... c'est pas, vous savez mieux que moi ce qui est légumes. Bon, d'accord. Et au-delà de ça, aussi les fruits. Les fruits, voilà, les fruits, les oranges, tout ce qui est fibres d'orange, c'est des éléments qui permettent de prévenir le cancer de la prostate. Donc, il faut encourager la consommation de ces éléments-là. Donc, il faut les manger déjà quand on est jeune, ou il faut attendre 40 ans pour laisser, par exemple, l'alcool, laisser la consommation de viande rouge et autres? Il ne faut pas attendre tout de suite. D'ailleurs, les fruits sont très recommandés dans l'alimentation, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Donc, on ne va pas attendre un âge avant de mettre les fruits dans l'alimentation. Donc, je pense que dès le bas âge, il faut encourager les enfants, tout le monde, les adolescents, à inclure la consommation de fruits dans l'alimentation. D'accord. Nous arrivons pratiquement à la fin donc, de notre émission, mais bien avant, vous êtes docteur, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des patients généralement. Et en tant que praticien, quel sera votre plus grand plaidoyer aujourd'hui face au cancer de la prostate? Alors, mon plus grand plaidoyer, c'est que de ces émissions soient vraiment encouragées. Okay. Et aujourd'hui, au Togo, les urologues sont organisés au sein de la Société togolaise d'urologie. Et dans les prérogatives de cette société, il y a évidemment ces activités qui permettent de sensibiliser la population, d'aller vers la population pour leur porter le message de la lutte et la prévention contre le cancer de la prostate. Donc, ces émissions, ces initiatives doivent être encouragées. Et je sais que les urologues sont occupés, mais à chaque fois que l'invitation viendra, ils n'hésiteront pas, puisque ça fait partie également de la mission de sensibiliser la population. Au-delà de ça, je vais interpeller l'État, le gouvernement, à vraiment prendre en compte la prise en charge de cette pathologie qu'est le cancer de la prostate, qui touche pratiquement tous les hommes. Pas dire tous les hommes, mais quand même, tous les hommes sont des potentiels patients d'urologie, donc peuvent faire un cancer de la prostate. Donc, il faut encourager le dépistage, le diagnostic rapide et même le traitement de ces maladies qui passent par la chirurgie et surtout les hormones qu'on a du mal
à disponibiliser en termes de coûts sur le terrain. Quand vous parlez de dépistage, à encourager le dépistage, on sait par exemple que pour le cancer du sein, en octobre de chaque année, on offre la possibilité aux femmes de se faire dépister gratuitement. On peut organiser aussi de ces séances pour les hommes. Exactement, ça peut se faire, ce n'est pas compliqué, donc il faut juste mettre les moyens, voilà, toucher aux bonnes personnes pour que ce soit fait. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'appeler les organisations aussi de la société civile de s'impliquer dans la lutte contre le cancer de la prostate. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on parle du cancer du sein, c'est vrai que ça touche la femme, mais en même temps le cancer de la prostate aussi chez l'homme. Quand un homme part très tôt, c'est que la famille aussi aura des difficultés à subvenir à ses besoins. Et maintenant, à l'endroit des populations, quels conseils vous avez essentiellement? Alors, à l'endroit de la population, donc, il faut travailler sur tout ce qui peut être facteur de risque. Alors, il faut consommer moins d'alcool, il faut pas consommer de la cigarette, des tabacs qui sont des facteurs de risque du cancer de la prostate. Il faut surtout consulter un urologue ou un médecin dès l'apparition du moindre signe urinaire et dès 40 ans pour ceux qui ont des membres qui ont fait le cancer du cancer de la prostate dans leur famille, du sein dans leur famille. Il faut dès 40 ans voir un urologue. Et ceux qui ne savent même pas, dès 50 ans, il faut déjà commencer à visiter l'urologue pour faire le dépistage et poser le diagnostic au temps réel. Merci à vous, docteur Agbede Maurice. Vous êtes chirurgien, urologue. Merci d'être passé. Et nos portes sont toujours ouvertes pour vous, pour les séances de sensibilisation. Merci également à vous, chères auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Notre docteur, notre invité aujourd'hui l'a dit, il faut déjà à partir de 40 ans visiter un urologue ou, au besoin, aller vers les médecins généralistes. Et aussi éviter au maximum l'alcool, la viande rouge et autres. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Santé Assure. Au micro, je suis Eugénie Gadedi-Sotosso. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.